quand je dis l'écologie ou l'ivresse de la table rase, c'est l'écologie politique telle qu'elle s'incarne aujourd'hui. Je ne veux pas dire qu'il n'existe pas des mouvements écologiques ou des actions en faveur de l'écologie qui ne soient pas précieuses pour l'avenir. Mais donc moi, mon objet, qui est polémique, mais c'est véritablement celle qui s'incarne politiquement. Alors, le point de départ, même si le thème m'intéressait depuis longtemps, mais il est vrai que les élections municipales de juin 2020 qui ont porté au pouvoir à la tête de 8 villes de France et 8 villes importantes des élus d'Europe Écologie Les Verts m'a plus incliné encore à écrire ce livre et surtout à mener l'enquête. D'autant que je me suis dit que là, nous aurions des éléments concrets et ce ne serait pas juste des procès d'intention. Donc de les voir en acte. Et donc j'ai un peu exploré, plus qu'un peu exploré la chose. Je vous donne simplement les 8 villes parce que vous verrez que ce n'est pas des villes secondaires. Bon, vous en avez tous entendu parler, mais donc il y a évidemment Grenoble. Grenoble avec Éric Piolle et qui avait déjà été élu en 2014, donc qui a été réélu, la ville de Lyon avec le fameux Grégory Doucet. Nous avons Bordeaux également, donc ville très importante, Strasbourg, Annecy, Besançon et Tours. Tours avec la fameuse Léonore de Monconduit qui entend revoir les rêves de nos enfants, changer les rêves de nos enfants. Alors donc voilà, ça c'était une précision que je voulais apporter. Alors j'ai intitulé la chose initialement, enfin mon prologue, Victoire à la Pyrrhus, parce que il est évident que c'est une victoire et j'en suis fort heureuse que cette question soit sur le devant de la scène, mais à la Pyrrhus parce que le traitement qui est réservé à l'écologie, eh bien évidemment, me semble beaucoup plus idéologique que véritablement l'occasion d'être rapatrié sur Terre, parce que moi qui suis très marquée par la philosophie de Hannah Arendt, mais aussi de Simone Veil, j'y voyais l'occasion justement de repenser le besoin d'enracinement, et puis finalement, après des décennies de mondialisation, c'était l'occasion de se dire que ce nomadisme ne nourrissait pas son homme et que nous avions effectivement besoin d'un lieu, d'une histoire, d'une géographie. Et donc tout ce thème cher à Simone Veil de l'enracinement, et où l'enracinement est à la fois donc ce qu'elle appelle ce besoin fondamental de l'âme humaine. Le problème, nous allons le voir, c'est que pour les écologistes, il n'y a pas véritablement d'âme dans leur homme. La raison aussi pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que je me suis dit que finalement nous n'en finirions jamais avec les idéologies, parce que on aurait pu penser en 1989, avec la chute du mur, avec la chute du communisme, que nous avions écrit la fin d'une pièce. Et puis finalement, ce n'était, pour paraphraser Tocqueville, que la fin d'un acte. Et nous avons le sentiment que toujours le rideau sera retiré sur le réel, puisque finalement, cette écologie, telle qu'elle s'incarne aujourd'hui, c'est bien davantage une grande machine, alors avec le féminisme, avec les indigénistes, avec toutes ces idéologies, ce sont de grandes machines à fabriquer des slogans, à fabriquer des dogmes, à fabriquer des hashtags, mais surtout pas à revenir au monde réel. Alors, évidemment, cette écologie est préemptée, l'écologie actuellement est préemptée par la gauche, et cette gauche, la question des racines, de la nation, demeure ce que le philosophe Vincent Descombes appelle le point de douleur de la conscience progressiste. Et j'aime à dire, en paraphrasant Rousseau, que les écologistes sont des hommes à paradoxe parce qu'ils sont des hommes à préjugés. Parce que justement, il y a un moment où ils ne peuvent pas penser l'idée de conserver, de préserver, tout cela c'est estampillé comme étant de droite, et donc ils poussent des cris de orfraie, et un des slogans de la jeunesse écologiste était avec les écologistes, enfin, la politique sans conservateurs. Donc on voit bien, en plus on voit la fragilité, en définitive philosophique, de leur engagement.
Donc c'est une nouvelle fuite hors du monde réel et non un quelconque rapatriement. Alors ensuite, je me suis dit, puisqu'ils ont quand même une autorité toujours plus vaste, eh bien, il était intéressant d'enquêter sur le monde dans lequel ils voulaient nous faire vivre, dans lequel ils entendaient nous faire vivre. Et donc, j'ai un peu exploré ce monde rêvé des écologistes. Alors, d'abord, je me suis intéressée aux protagonistes, hein, donc aux différents maires, et puis aussi à ceux qui dirigent le mouvement d'Europe Écologie, les Verts. Et je me suis aperçue d'une chose, c'est que tous, donc les Jadot, enfin les grands noms d'aujourd'hui sont nés dans les années 70. Et donc, c'est cette première génération à laquelle le vieux monde et la civilisation qui est la nôtre n'a plus été transmis. Donc, ce sont des êtres qui appartiennent exclusivement au présent, qui sont incarcérés dans la prison du présent. Ça, c'est très important, je crois, pour comprendre aussi pourquoi... Alors, ça sera, vous le verrez, un des angles les deux grands angles sous lesquels j'ai abordé la chose et qui me semblent leurs deux grands penchants, eh bien, c'est de voir comment ils sont finalement les vecteurs de toute cette pensée venue des États-Unis, féminisme, indigénisme, etc. Ils sont le relais de cela, on va le voir, mais on ne peut pas le séparer du fait qu'ils sont, parce qu'à la fois ils ont un très grand ressentiment contre la civilisation occidentale, mais il y a aussi quelque chose de plus bête encore, c'est que de toute façon, le monde qui était le nôtre, le modèle de civilisation qui est le nôtre, ils ne le connaissent pas, de toute manière. Donc par exemple, notre attachement à l'universalisme et au sens de cette liberté du pas de côté par rapport aux identités n'a aucun sens pour eux, puisqu'ils sont entièrement dans une idéologie de l'exigence de visibilité, de reconnaissance des identités, de visibilité des identités. Et j'aime à citer une phrase de Montaigne qui me semble parlante pour la génération 70, mais alors plus encore pour la jeunesse d'aujourd'hui. Mais Montaigne disait que d'autant que l'âme est plus vide et sans contrepoids, elle se baisse plus facilement sous la charge de la première persuasion. Donc c'est cela, si vous voulez, c'est que l'idéologie américaine, enfin venue des campus américains, envahit de toute façon tellement la caverne, la caverne résonne tellement de ses échos que de toute façon, ils n'ont aucun levier pour soulever ces évidences. Alors, donc, alors quand ils ne sont pas nés dans les années 70, vous avez justement cette Léonore de Monconduit qui... Là, je ne suis même pas sûre chez elle que c'est un ressentiment contre l'Occident, c'est que simplement elle ne sait rien d'autre que cette doxa. Et donc, pourquoi je disais cela? Oui, elle est née dans les années, elle est née exactement l'année du premier rapport du GIEC. Et donc, elle n'a rien d'autre. Le GIEC, je crois que le premier, c'est en 89, c'est ça? Attendez, je vous dis cela tout de suite parce que elle, c'est extraordinaire parce que quand elle raconte sa vie, elle dit de toute façon, tout a commencé pour moi. Donc, c'était évident, si vous voulez, qu'elle avait rien d'autre. Où est-ce que... Voilà. Alors, Monconduit, elle... Parce que si vous voulez... Piolle, Doucet, Bateau, 73. Jadot, c'est le plus vieux, 67. Mais Rousseau, 72. Julien Bayou Julien Bayou et Jeanne Barséguian, c'est Strasbourg, 1980. Et voilà, Léonore de Monconduit, donc le maire de Poitiers, est née en 90. Voilà, donc c'est cela. Et donc, elle le dit très explicitement. Je ne sais plus où je la cite, mais je suis née avec le premier rapport, le rapport du GIEC. Voilà. Donc, ils vont, si vous voulez, se concevoir en chargés de mission du nouveau monde et donc de cette révolution qu'ils entendent induire et que l'urgence climatique appellerait. Parce que ça aussi, cette urgence climatique, c'est la formule même pour bâillonner toute discussion.
Rousseau disait que de questions je trouve dans celles que vous semblez résoudre. Eh bien, nous sommes interdits de poser la moindre question. Et alors ça, d'autant que, si vous voulez, dans les conseils municipaux, notamment Anne Hidalgo, a fait voter, enfin, sur certains thèmes, elle invoque l'urgence climatique. Ça veut dire que ça ne se discute pas dans ces cas-là. Et on pense évidemment cette année de célébration de Molière, c'est exactement l'urgence climatique, c'est exactement le poumon le poumon de Molière. Alors, je parle aussi d'un cynisme en bandoulière parce qu'en définitive, il jubile de voir les ruines s'accumuler parce que justement, ça hâte la fin d'un monde et exige l'avènement d'un nouveau. Là aussi, je cite une phrase de Julien Bayou, alors qu'il avait mis en exergue de son livre, et alors c'est une phrase qu'il emprunte à un anarchiste espagnol, mais qui dit toute cette exaltation qu'ils en éprouvent. Je vous le cite, « Nous n'avons pas peur des ruines, nous qui portons dans nos cœurs un monde nouveau. » Donc ça résume mais parfaitement l'esprit des écologistes. Il n'y a jamais de larmes pour les choses qui sont fragiles et disparaissent. Alors, je vous disais donc que j'ai distingué deux grands axes quand même de la politique et de l'esprit qui préside à leur politique. Alors, d'un côté, ils sont ce que j'appelle les agents et un facteur d'insécurité culturelle parce qu'ils entendent justement mettre à bas l'entente française de la vie. Parce que, évidemment, on le verra, c'est l'homme occidental qui est leur cible, mais alors le mode de vie française, là, est une sorte de concentré chimiquement pur de tout ce qu'ils exècrent. Donc, ils s'en prennent évidemment. Alors, c'est ce que j'appelle aussi le rabot-rabote, parce qu'ils veulent absolument changer tous nos modes de vie. En plus, alors ça, j'essaye de le montrer également, c'est que autant le volontarisme en politique est une chose très importante, mais avec eux, on glisse, comme dans tous les régimes à tendance totalitaire, on glisse du volontarisme vers le constructivisme, puisqu'ils entendent travailler à l'avènement d'un homme nouveau. Toujours cette passion révolutionnaire qui est au cœur de leur politique. Donc le rabot-rabote, c'est-à-dire donc plus aucune voiture, et quand bien même on aurait des solutions pour que ça ne pollue plus, mais donc alors ça c'est extraordinaire parce que alors évidemment ils font la chasse à la voiture, mais également même le vélo. Vous avez vu, alors je crois que c'était à Lyon où le maire a interdit le passage du Tour de France parce que malgré tout le vélo ça peut être encore trop marqué du signe du virilisme, c'est encore trop masculin. Alors que la trottinette, ça c'est exactement ce qu'ils aiment parce que une figure ailée, il y a quelque chose de féminin et au moins voilà, là c'est pas assimilé parce que il y a des choses qui sont vraiment très drôles quand on a eu la fameuse statue en hommage à Johnny Hallyday dans le 12e arrondissement et le maire est une femme d'Europe Écologie Les Verts, donc elle s'est dressée contre cela, et même Le Monde le disait. Ce qui était surtout pour Chasser, alors évidemment, c'était l'histoire qu'une moto, ça nuit au climat, mais c'était surtout parce que c'était le signe du virilisme. Alors cela étant, elle a obtenu parce que finalement la statue a quand même été, enfin c'est épouvantable en même temps, mais a quand même été installée, enfin cette sculpture, je dis statue, sculpture, a été malgré tout installée, mais elle a obtenu que le moteur soit supprimé, c'est une façon de déviriliser la chose aussi. Donc la trottinette, l'humanité nouvelle qu'ils rêvent, ils voudraient tous nous voir à trottinette, je vous assure, alors évidemment, il y a notre gastronomie, parce qu'entre nos fromages, évidemment la viande, puisque c'est un de leurs grands combats, même si certains écologistes disent non, mais en réalité, leur horizon est quand même de convertir l'humanité à un régime végan, et donc il y a là aussi, on est bien dans le constructivisme, c'est-à-dire qu'une l'espèce humaine est omnivore et carnivore, et donc si on pouvait la guérir de cela. Et une chose qui m'a aussi heurtée, c'est que finalement, et
paradoxalement en apparence, le monde qu'il rêve est un monde où l'homme ne rencontrerait plus que des produits faits de main d'homme. C'est un monde extrêmement artificiel. Alors on a un ou deux exemples, mais les cirques, alors là, même Télérama et toute la presse acquise à l'écologie militante s'enthousiasment parce que les animaux sont remplacés par des hologrammes. Et quand le maire de Bordeaux a supprimé le fameux sapin de Noël, j'étais épouvantée quand j'ai lu ça, parce qu'il l'a remplacé par... voilà, une majorité du budget du sapin de Noël va être allouée à la création d'un mapping numérique interactif. Et alors, un mapping interactif, peut-être ne savez-vous pas ce que c'est, en tout cas moi je ne le savais pas. Alors donc c'est une mise en lumière baptisée, le spectacle était baptisé, parce qu'on voit en plus l'infantilisme, hein, chuchotis et brouhaha, projetés sur les façades nord et ouest de la cathédrale Saint-André et reliés l'une à l'autre par une marelle géante. Voilà en lieu et place d'un sapin de Noël. En plus, bon, j'essaye d'expliquer que le sapin, qui est quand même le symbole de la résurrection, pour eux qui veulent justement nous renouveler l'humanité, c'était un beau symbole. Et M. Urmic, maire de Bordeaux, se dit catholique, donc il aurait été plus cohérent qu'il préserve le sapin. Alors évidemment, autre trait qui participe de l'insécurité culturelle, c'est ce dérèglement esthétique qu'ils induisent, parce que, alors là, autre paradoxe aussi, mais c'est que finalement les écologistes pourfendent peut-être Descartes, pourfendent peut-être la modernité, mais ils se conduisent en maîtres et possesseurs de la nature, comme jamais peut-être on ne l'a fait, et évidemment, on le voit avec les éoliennes, qui rendent à la fois éclatant le caractère idéologique de leur engagement, puisqu'il est avéré que les éoliennes sur le plan climatique ne sont en rien un gain. Et puis, alors ceux qui ont vendu la mouche, c'est EDF, parce que ils ont lancé toute une campagne. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait, bon, je pense pas que mon livre était pour quelque chose, mais personne ne l'avait souligné, mais ça a été une campagne promotionnelle qui disait « Avant, le vent, c'était juste du vent ». Et maintenant, donc en gros, ça va servir enfin à quelque chose. Et on est tout à fait dans la logique de ce que Heidegger appelait l'arraisonnement, c'est-à-dire que la nature doit rendre des comptes et n'est légitimée et justifiée que si elle nous sert à quelque chose. Donc enfin, avant le vent, c'était juste du vent. Et alors ce qui m'avait frappé, c'est qu'au moment où cette campagne de publicité était lancée, eh bien vous aviez le livre d'Alain Corbin qui sortait Sur le vent, et qui est un magnifique hymne qui montre que le vent n'a jamais été juste du vent et qu'il y a justement toute une symbolique. J'ai un peu exploré cela parce que la concomitance des faits était tout à fait extraordinaire. Mais donc c'est vraiment là, je vous pose quelques jalons et je ne développe pas. Et puis enfin, toujours dans cet élément d'insécurité culturelle ou de changement de nos civilisations, eh bien, il y a l'avènement de cette religiosité, d'un véritable panthéisme, et avec une volonté très nette de rompre avec l'anthropologie occidentale, alors lié au christianisme. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'au XIXe siècle, nous avons déjà eu un mouvement de cette nature, d'un véritable panthéisme, qui avait été dénoncé par Baudelaire, des textes tout à fait remarquables et que je cite, mais que je vous encourage aussi à lire. Et puis Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, il consacre un tout petit chapitre, et il montre très bien comment tout cela est conduit aussi, dirigé contre le christianisme, parce qu'il dit que l'homme démocratique a besoin de choses simples, et que la Trinité, c'est beaucoup trop compliqué, et donc alors que là, la grande fusion avec la réalité cosmique, eh bien, est accordée à l'homme démocratique, et on se dit, là, à notre époque, justement, où l'homme démocratique a pris encore plus d'ampleur qu'au XIXe, eh bien, la chose se vérifie, et ce petit chapitre de Tocqueville se termine magnifiquement, et finalement, c'est tout le sens de mon travail, celui-ci, mais aussi les précédents. Il dit pour que tous les hommes qui demeurent épris de la grandeur humaine se réunissent et luttent justement contre de tels mouvements.
Donc je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, parce que je crois que si nous sommes épris d'une certaine idée de l'homme, eh bien, il nous faut de toute urgence nous mobiliser contre ce que les écologistes veulent faire de l'être humain. Alors, donc, insécurité culturelle, et puis là, je vais aborder l'autre axe, et qui fait des écologistes des vecteurs, des promoteurs et même des bâtisseurs d'une France identitaire et diversitaire. Car, évidemment, on a un exemple dans l'actualité même avec Grenoble et le Burkini, mais évidemment, que l'Europe Écologie notamment, mais ils ne sont pas les seuls, tout l'activisme écologiste aujourd'hui, eh bien, se range derrière le grand récit intersectionnel, ce grand récit qui fait de l'homme, du mâle blanc, hétérosexuel, catholique ou juif, le grand responsable, celui qui ne serait animé que d'une passion, celle de dominer, de s'asservir tout ce qui n'est pas à son image. Donc les femmes, les homosexuels et autres minorités sexuelles, les noirs, les musulmans, et évidemment la nature, le climat, les bêtes. Voilà. Donc ce grand récit intersectionnel fait que nous avons tous ces mouvements qui s'allient. Alors il suffisait de consulter le programme de l'université d'été d'Europe Écologie Les Verts, puisque tous les ateliers étaient quasiment consacrés qu'à mobiliser les femmes pour qu'elles occupent le pouvoir, enfin tout sauf la nature, évidemment. L'autre point, alors donc l'adhésion à ce grand récit, l'adoption de la langue inclusive, alors tout ça n'est absolument pas leur exclusive, mais eux sont des vecteurs très actifs. La première mesure qu'ils ont voulu prendre et qu'ils ont prise, à l'image d'ailleurs d'Anne Hidalgo, eh bien, c'est de convertir toute leur administration municipale à la langue inclusive. Et alors attention, parce que, puisqu'on parle beaucoup de monsieur, enfin, certains ont de la nostalgie pour monsieur Blanquer aujourd'hui, alors bon, en comparaison de Papendia, j'en aurais peut-être aussi un petit peu, mais il n'empêche que, ne nous trompons pas, quand on parle de langue inclusive, c'est évidemment le point médian, mais ce n'est pas seulement le point médian. Pourquoi je fais allusion à Jean-Michel Blanquer? C'est que Jean-Michel Blanquer, aidé par les journalistes, Jean-Michel Blanquer interdit l'écriture inclusive à l'école. Il n'a jamais interdit l'écriture inclusive, il a interdit le point médian pour préconiser toujours davantage l'usage, en revanche, de ce que les linguistes appellent la double flexion, c'est-à-dire, ou Alain Finkielkraut, le bégaiement, c'est-à-dire cette décomposition d'un terme, d'un masculin générique en masculin et féminin. Et Blanquer, dans sa directive, disait bien qu'en revanche, il fallait absolument utiliser candidates et... Alors, heureusement, il était encore un peu à l'ancienne, parce qu'il mettait le masculin encore en premier. Donc, candidat et candidate, inspecteur et inspectrice, etc. Donc, il n'a pas interdit l'écriture inclusive, il a interdit le point médian. Donc, quand je dis langue inclusive, c'est évidemment le point médian que utilise abondamment, mais aussi la double flexion et éventuellement les termes épicènes. Ce à quoi ils seront bien obligés de ils finiront par se plier, parce qu'il y a tous ceux, les trans, etc., qui vont se plaindre quand même de ce que l'on reste dans la distinction masculin-féminin. Alors, là aussi, absolument épouvantable, la langue dans laquelle ils s'expriment. Là, je cite dans mon livre plusieurs exemples, mais c'est alors évidemment, ils sont les vecteurs aussi d'une novlangue terrible, mais même quand ils parlent d'eux-mêmes, c'est une langue très mécanique, très technique. C'est un véritable massacre. Et pourquoi cette question est très importante? C'est que le destin de la nature et celui de la culture ont absolument partie liée. Si nous avons quelque égard pour les choses qui sont belles, fragiles et périssables, eh bien la langue en est une par excellence. Donc si nous sommes des écologistes cohérents avec nous-mêmes, eh bien nous devons autant prendre soin de la langue que de la nature.
C'est ce que Hannah Arendt disait à la fin de sa vie dans une très belle lettre, parce que j'ai toujours cru qu'Hannah Arendt était assez indifférente à la nature. C'est pas si vrai que cela, et elle disait la nature et la culture ont partie liée, l'une comme l'autre ne peuvent que compter sur cet être qu'est l'homme et qui est capable de prendre soin, de répondre des choses. Donc là encore, nous sommes convoqués comme êtres de responsabilité. Alors, ils sont aussi les promoteurs des fameuses cours de récréation dégenrées et dans le même temps des budgets genrés. Donc, cours de récréation dégenrés, c'est-à-dire que tous les enfants doivent se mettre à potagiser, filles, garçons, le football interdit, et les budgets genrés, eh bien, c'est que la distribution des budgets, le budget est alloué en fonction de ce à quoi vous le destinez. Alors, ils nous disent que c'est juste pour rééquilibrer, mais évidemment que comme ils considèrent que les femmes ont toujours été les grandes perdantes, eh bien, il faut que l'argent soit mis au service des femmes. Alors, évidemment, ils nous font croire que, par exemple, au musée, les hommes vont moins au musée, donc ce serait quand même pour essayer de les inciter à aller au musée. Bon, parce que ça, c'est très, très préoccupant. Hein. C'est notamment à Lyon, oui, en plus, un musée que j'aime infiniment. Donc, c'est eux qui ont mis le plus en avant la politique du budget genré. Et ça a des conséquences absolument terribles, parce que ça veut dire que les œuvres qui sont achetées ils peuvent donner la faveur à une œuvre secondaire, mais signée d'une femme. Et en plus, une chose aussi qu'il faut absolument avoir en vue, c'est qu'aujourd'hui c'est le budget genré, demain c'est le budget racisé. Hein. Donc c'est-à-dire que si on a des œuvres signées d'une femme noire, on aura plus de chances de l'acheter que si c'est un homme blanc, un de nos grands artistes. Donc, ça semble secondaire. Alors, évidemment, nous, il y a le principe d'inéliabilité de nos collections, donc qui nous préserve quelque peu, mais enfin, avec les biens restitués à l'Afrique, on a commencé à ouvrir une boîte de Pandore. Mais aux États-Unis, c'est catastrophique, hein, c'est-à-dire que les musées revendent véritablement des œuvres pour acheter des œuvres qui, au contraire, répondent à tous ces critères, hein, diversitaires et identitaires. Donc, ce n'est pas du tout une question secondaire que cette question du budget genré, qui ne devrait pas tarder à arriver d'ailleurs aussi à Paris, et puis évidemment dans les théâtres, les spectacles. Et alors, pour revenir au musée, ce sont aussi les expositions. Cette année à Paris, c'est à hurler de rire. Hein. Vous n'avez quasiment que des expositions qui sont consacrées aux femmes. Au Luxembourg, vous avez les années folles, alors exposition idéologique au maximum. On a la fluidité, donc c'est une époque de fluidité du genre. Enfin, nous avons tous les clichés d'aujourd'hui. Au musée de la vie romantique, vous avez les héroïnes romantiques, les femmes photographes. Enfin, le Figaro l'autre jour, sans s'en plaindre hein, du tout, mais a fait un catalogue de toutes les expositions et c'est absolument impressionnant. Hein. Donc, c'est ça aussi. De toute façon, ils n'ont même pas besoin de budget genré. Ils sont quand même déjà dans la culture, les milieux culturels sont déjà dans ce mouvement. Alors, je reviens donc ensuite à toujours ce vecteur d'une France diversitaire et identitaire. Il y a dans ces mairies toute une politique donc en direction des minorités et des diversités. C'est la grande cause municipale des Verts, avec notamment la question des droits culturels, qui peut sembler tout à fait secondaire, mais en définitive, les droits culturels, ça veut dire que les pouvoirs publics ont des devoirs à l'endroit justement des minorités et doivent leur concéder des espaces pour avoir de la visibilité. Donc la qualité du spectacle, du contenu n'est absolument plus appréciée. Ce qui importe, c'est de donner de la visibilité aux minorités culturelles. Et si je pouvais vous retrouver, parce que le fameux Grégory Doucet, dans son programme de candidat avant d'être élu, avait une phrase absolument extraordinaire. Tout à fait impressionnant parce qu'il disait bien qu'il allait mener de toute façon une politique où il fallait que la mémoire des non-blancs
soit mise en avant, donc c'était de toute façon très explicite, et j'ai tendance à dire que l'homme des écologistes, mais en définitive c'est l'homme de la gauche, n'a plus d'âme, il a juste une identité. Pourquoi cette formule m'est venue? C'est que quand vous lisez encore Jean Vilar, toute la politique culturelle qu'il entend mener, c'est au nom justement de l'âme humaine. Il utilise encore ce terme parce qu'il dit l'âme a besoin de se nourrir des grandes œuvres, et donc il entend justement les diffuser. Eux ne parlent plus jamais d'âme, c'est juste des identités qui doivent pouvoir s'exprimer. Et c'est ce que j'appelle aussi un prurite, la visibilité, parce que là aussi, ça ne semble strictement rien, mais nous avons glissé quand même, ce qui était déjà une catastrophe, de l'exigence de reconnaissance des identités dans l'espace public, et nous en sommes désormais à la visibilité. Pourquoi ce terme est très important? C'est que nous sommes dans un pays qui faisait de la discrétion la vertu commune par excellence. Et j'ai tendance à penser que si les Français sont attachés à la laïcité, c'est pas par exécration des religions, c'est précisément parce que la laïcité est une loi, un principe qui exige la discrétion, la réserve dans l'espace public. Et là, je crois que c'était ce qu'il y avait de plus précieux dans la laïcité, parce que la laïcité, elle se trompe évidemment quand elle nous conduit à mettre sur le même plan, et le même plan par rapport à la mémoire, les trois religions, alors que évidemment la France est de tradition catholique, chrétienne, et donc on ne devrait pas, il n'y a pas d'égalité devant la mémoire, et là, c'est là que la laïcité nous pose problème. Quand elle impose cela, en revanche, qu'il y a de précieux dans la laïcité, c'est bien cette exigence de réserve. Et on le voit, donc quand la tempête islamiste se met à souffler, eh bien, loin de l'endiguer, eux l'accompagnent, et donc la chose est éclatante avec le Burkini, mais nous avons eu aussi le fameux épisode de la mosquée de Strasbourg et des budgets qui étaient alloués. Alors ça, c'est donc la première grande partie, et ensuite la question qui finalement est celle qui m'intéresse le plus à travers tous mes travaux, mais c'est ce que j'ai appelé en référence à un vers de Saint John Perse, et de l'homme, quand donc sera-t-il question, y aura-t-il quelqu'un pour élever la voix? Eh bien, il est évident que ce ne sont pas les écologistes, parce que nous avons une véritable croisade contre l'homme. Et je suis repartie de celui qui avait établi ce diagnostic le premier, enfin, me semble-t-il, en tout cas, c'était Marcel Gauchet, avec l'article de 1980 dans le débat, sous l'amour de la nature, la haine des hommes, et la chose, évidemment, est toujours plus criante, parce que nous avons véritablement le sentiment que pour les écologistes, l'homme est de trop. L'homme, c'est d'abord homo faber, c'est-à-dire cet homme qui aménage le séjour terrestre, qui construit, qui bâtit, et j'en suis venue à prononcer un véritable plaidoyer en faveur d'homo faber, parce que l'homme, il ne faut pas tomber dans cet excès inverse, l'homme n'habite pas la terre en poète. Nous avons justement à rendre amicale cette nature qui ne nous est pas d'emblée douce. Et or, vous avez tout un ensemble, et c'est pas du tout marginal, hein, parce que c'est relayé là aussi par des musées, par une thèse qui tente à laisser entendre que finalement le début de la fin pour la nature, c'est à partir du moment où l'homme se sédentarise, et le début de la fin, ce serait le néolithique. Et alors, hélas, mon livre était publié et donc largement écrit quand le numéro de l'histoire, donc moi je cite des expositions nombreuses qui laissent entendre justement que l'homme a détruit, dès son premier geste, a entamé le processus de destruction de la nature. Et en février 2022, la revue L'Histoire publie un numéro avec en couverture et un dossier qui répondait à la question « Néolithique, l'agriculture a-t-elle fait le malheur des hommes ?» Et il confie le dossier au fameux
comment s'appelle-t-il, ça doit être Jean-Paul Desmoules, et qui est une voix très autorisée dans les rangs des écologistes, et la chose est sans nuance. Il est évident que... Ah oui, parce qu'alors en plus, comme il ratisse large, lui aussi, évidemment, les hommes ont commencé à domestiquer et à dompter et à détruire la nature, mais aussi les femmes, parce que c'est dès le néolithique, l'homme domine la femme, donc d'une pierre deux coups. Et puis, une chose, dans la croisade contre l'homme, c'est qu'il s'agit, et là on retrouve cette tendance, cette religiosité panthéiste, il s'agit de noyer l'humanité de l'homme dans le grand bain du vivant. Et donc, nous avions cette belle distinction qu'a beaucoup travaillé Hannah Arendt entre la vie comme Zoé, c'est-à-dire la vie animale, ce que nous avons en partage avec l'ensemble des êtres vivants, et la vie proprement humaine, qui est le bios, et qu'on retrouve dans la biographie. Et alors, une chose aussi qui est tout à fait à remarquer, c'est combien de familles écologistes, bobos écologistes, donnent pour prénom à leur enfant le prénom de Zoé. Alors, nous avons ça, mais je prolonge Marcel Gauchet. Sous l'amour de la nature, la haine des hommes, disait-il. Sous l'amour de la nature, la haine des hommes occidentaux avant tout et de l'homme occidental. Car que sait-on de l'Occident quand on ne sait rien? Et là, il suffit d'écouter Greta Thunberg. Donc, mais de toute façon, tous ceux qui annonnent le catéchisme vert. Donc, le christianisme est mis en procès, et ce qui vraiment me désole en quelque sorte, c'est que je trouve que les catholiques ne se défendent pas suffisamment. Ils battent volontiers leur coulpe, alors que j'essaye de montrer justement que peut-être que la nature a été confiée à l'homme, mais justement elle lui est confiée pour la domestiquer, pour la dompter. Mais c'est dans le cadre justement d'une philosophie de la finitude et d'un homme qui est créé, et donc qui a des comptes à rendre. Il n'est pas, on ne lui abandonne pas sans limite le donné naturel. Par ailleurs, j'essaie de montrer aussi que les plus beaux hymnes à la nature, et notamment dans la peinture, qui est le domaine qui m'intéresse particulièrement, c'est bien dans les plus grands siècles catholiques, chrétiens, que nous avons eu des œuvres qui célèbrent la richesse, le foisonnement, la luxuriance de la nature. Donc, il y a, je cite d'autres éléments, mais c'est un mauvais procès, et il faudrait le creuser davantage plutôt que de s'accuser hâtivement. Alors l'autre chose, quand on ne sait rien, que l'on sait de l'Occident quand on ne sait rien, c'est évidemment Descartes, avec l'homme comme maître et possesseur de la nature, et donc un Descartes qui serait père d'un rapport prédateur à la nature, et puis aussi le fait de l'animal horloge, et donc qui serait le père de l'industrialisation de tout notre système d'asservissement des animaux. Bon, là aussi, d'une part, j'essaye de montrer que du temps même de Descartes, la thèse de Descartes et de l'animal-machine a été éminemment discutée. La Fontaine, dans les salons de Madame de la Sablière, et donc il y a plusieurs fables qui répliquent à La Fontaine. Nous avons Buffon, qui a eu autant d'influence, évidemment aujourd'hui nous ne fréquentons plus Buffon, mais qui a eu une grande influence sur notre civilisation, et j'évoque un très beau passage concernant par exemple le hérisson, et Buffon avait mis en cage un hérisson, et puis il s'aperçoit que cet hérisson dévore sa progéniture. Il ne comprend pas parce qu'il l'alimente, etc. Et il cherche à comprendre, et il se dit finalement, cet animal déteste la captivité. Donc, comme animal-machine, on fait autrement. Hein. Donc,
si vous voulez, voilà, je suis très impatientée aussi qu'on laisse le dernier mot à cette jeunesse, et plus ou moins jeune au demeurant, faire le procès de l'Occident quand de cet Occident ils ne savent strictement rien. Une autre écologie est possible. Alors j'ai exploré quelques pistes, mais une écologie d'abord de l'auto-limitation, et une limitation qui ne passe pas par la loi, mais inspirée par Solzhenitsyn, mais qui nous rappelle nous-mêmes que nous sommes des instances de limitation, que nous avons justement à nous fixer des limites, et donc à renouer justement avec toute une philosophie de la limite. Ensuite, une écologie de la gratitude, et là, inspirée par Hannah Arendt qui dit que au sortir de son exploration des totalitarismes, elle écrit un très beau texte en guise de conclusion au totalitarisme, et elle dit que deux voies se dessinent pour le monde à rebâtir. Eh bien, soit nous continuons sur la pente ouverte par la modernité d'une maîtrise de la nature, d'un asservissement du donné naturel, en tout cas d'une rébellion contre le donné naturel, ou bien nous renouons avec la philosophie des anciens et nous redevenons capables de gratitude pour le donné. Bon, elle écrit ce texte en 1951, quelques 10 ans après, elle publie La condition de l'homme moderne, et le titre original est The Human Condition, la condition humaine. Le titre était pris par Malraux, donc la traduction française est trompeuse. Et là, elle publie donc ce prologue, et elle s'aperçoit qu'en définitive, nous avons pris le parti de continuer de glisser sur la pente ouverte par la modernité. Elle voit les premières tentatives de donner la vie dans des éprouvettes, et elle dit cette modernité, qui a commencé par répudier Dieu le Père, et bien finira-t-elle par répudier le lien qui nous attachait à la nature. Et elle dit même que les savants, le bruit courait déjà dans les laboratoires, nous promettent de venir à bout de la mort. Eh bien, nous avons toutes les raisons de les croire, qu'ils le pourront sans doute, mais reste la question politique, la question du monde dans lequel nous voulons vivre. Donc, écologie de la gratitude, écologie aussi, ce que j'appelle de l'œil et de l'esprit, ou une écologie poétique, parce que je crois qu'il nous faut véritablement, et c'est là aussi ce que j'appelle une victoire à la Pyrrhus, c'est l'occasion, je garde espoir malgré tout, de nourrir le vocabulaire de la sensibilité de l'être humain, parce que la modernité rationnelle et calculante nous a dépossédé quelque peu de cela. Et puis surtout, je crois que nous avons véritablement à redécouvrir justement toute la richesse du réel dans son foisonnement, et d'ouvrir les yeux et de ne pas simplement calculer. Et là, nous avons besoin et des peintres et de la littérature, puisque la littérature, la peinture sont des véritables écoles de perception. Nous retrouvons aussi la langue, parce que pour voir les choses, il faut aussi avoir l'éventail le plus large de mots qui sont aussi des instruments de perception. Et puis enfin, et j'en aurai fini, je parle d'une écologie conservatrice, puisqu'il nous faut véritablement repartir sur cette idée qu'il y a des choses à conserver, et donc que nous ne voulons pas voir disparaître. Oui, merci beaucoup Béatrice Levé de votre exposé. Ce qui est frappant en vous écoutant, c'est que quand on veut parler de l'écologie aujourd'hui, on parle de tout sauf de la nature. Oui. On parle de tout sauf de la nature, sauf de l'homme. Bon, vous en avez parlé, vous avez montré comment c'est interprété.